Bonsoir, messieurs et mesdames WeSeeders. Je suis Philippe Michon, le cofondateur de la société Eranova. Je suis aussi avec Philippe Lavoisier, Bonsoir à tous. aussi connecté, et nous serons là pour répondre à vos questions. Donc, merci d'être venus et merci de vous inscrire en nombre. On va reprendre un petit peu l'objectif d'Eranova. Eranova, c'est une start-up qui a été créée en 2016. Nous sommes programme d'investissement d'avenir de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'organisme d'État qui recommande et qui travaille sur les problématiques environnementales. Ils nous soutiennent depuis 2016. Ils nous ont financés. Ils nous ont aidés dans la voie à suivre. Et la voie à suivre que nous avons choisie, c'est de travailler sur une nouvelle alternative au plastique d'origine fossile. C'est-à-dire travailler sur les plastiques qui vont utiliser une nouvelle ressource végétale, les algues, qui sont un fort polluant, que l'on va transformer en une nouvelle génération de plastique. On va d'abord travailler avec les municipalités, on va en effectuer la collecte, et on va vous montrer tout d'abord quelle est la première étape de la transformation et de l'origine de nos plastiques. Bienvenue sur notre site de recherche et développement de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je suis Yvan Fergard, ingénieur R&D pour Eranova et docteur en bioprocédés. Derrière moi, vous voyez le bac de dessablage. C'est un appareil, une sorte de jacuzzi, qui va nous permettre de nettoyer les algues issues des échouages sur les rives de l'étang de Berre, c'est-à-dire de retirer les sables et les coquillages avant de les mettre dans les bassins de culture. Donc voilà, pour la première opération, nous allons travailler sur les algues d'échouage qui vont donc être collectées par les municipalités. Aujourd'hui, nous avons un pilote industriel qui est basé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est-à-dire 70 km de Marseille, et nous sommes avec vous et nous avons fait appel à WeSeed pour financer notre scale-up, c'est-à-dire notre passage à l'échelle supérieure, c'est-à-dire sur un programme d'une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares, ça va nous permettre de générer 30 000 tonnes de bioplastique, de traiter 70 000 tonnes d'algues qui vont être non seulement les algues échouées autour de l'étang de Berre, mais aussi en faire la culture. Et on va faire la culture dans des bassins. Ces bassins, aujourd'hui, ils font 300 mètres carrés. Ils nous permettent donc de faire croître les algues. Et en même temps que ces algues croissent, photosynthèse, l'algue c'est un mi-chemin entre un végétal et un organisme vivant, les algues vont se reproduire et en se reproduisant, elles vont capter du CO2. Et donc Eranova a dans un premier temps une double vertu. La première, c'est donc d'aider à la dépollution des plages qui sont aujourd'hui une vraie source de charge pour les municipalités, un vrai risque à la fois pour l'environnement et pour les êtres humains. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a mis ces algues en bassin et qu'elles se reproduisent, on va capter du CO2. On envisage sur les 100 hectares de notre scale-up de capter pas loin de 7000 tonnes de CO2. Ça veut dire pratiquement 8 à 10 fois plus qu'une forêt à surface égale. On va voir ensemble comment fonctionnent ces bassins. C'est ici que nos algues nettoyées vont être mises pour se multiplier et ensuite être mises à la diète de manière à fixer le CO2 atmosphérique pour accumuler de l'amidon dans leurs cellules grâce à la photosynthèse. C'est cet amidon que nous allons utiliser pour fabriquer nos bioplastiques. Donc vous l'avez compris brièvement, ces bassins que vous avez vus sont connectés à l'eau de mer, sont connectés dans le cas présent à une branche maritime relativement polluée. Et donc, on va capter cette eau polluée qui va nous servir à alimenter nos bassins. Les algues, elles ont plusieurs avantages et elles ont des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'elles se reproduisent très, très vite. Et c'est cet inconvénient qui nous intéresse, nous, dans la culture au niveau des bassins avec des rendements très, très importants, ce qui nous permet donc, en cultivant les algues, d'avoir une efficacité à l'hectare très, très forte. On est quasiment à 800 tonnes par hectare, comparativement à des cultures terrestres qui sont entre
100 tonnes hectares. Ces algues-là, elles contiennent de l'amidon. Dans un premier temps, génériquement, elles ont à peu près 10-12% d'amidon. Et donc, on va en les stressant, en les privant de nutriments, comme a dit Yvan, augmenter ce taux d'amidon. Et c'est ce taux d'amidon qu'on va extraire et que l'on va ensuite transformer, en même temps que l'on va aussi avoir des fibres, transformer ces amidons pour faire des films souples et puis ces fibres pour faire des composites. N'hésitez pas, il y a un QR, questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on sera un plaisir d'y répondre. Donc, au niveau de ces fibres et de cet amidon, on va ensuite les transformer et on va vous montrer comment. Dans un premier temps, on passe dans notre laboratoire qui nous sert à optimiser, en fait, Bienvenue dans le laboratoire. C'est ici que nous étudions la qualité des bioplastiques que nous produisons, mais aussi les algues que nous cultivons. Grâce à ces photobioréacteurs, nous pouvons étudier la capacité des algues à se multiplier et à accumuler de l'amidon dans des conditions de culture contrôlées, c'est-à-dire connaître comment elles vont réagir, notamment en conditions météorologiques. C'est grâce à ce travail de recherche que nous pouvons optimiser notre procédé et le rendre plus vert et plus performant. Donc, vous l'avez vu, on a un laboratoire qui nous permet donc de faire des études, d'optimiser les recherches et, j'espère que c'est bon, pardon, et d'optimiser l'efficacité de la croissance des algues en bassin. Donc, ce sont des photobioréacteurs qui nous servent donc en laboratoire et on va optimiser au maximum les cultures et optimiser la concentration en amidon. C'est à partir de... Alors, il y a une phase que vous n'allez pas voir ici, parce qu'en fait, elle est... alors, cette phase d'enrichissement, c'est une phase qui est brevetée. On est aujourd'hui les seuls au monde, Eranova, on est les seuls au monde à utiliser les macroalgues comme ressources végétales pour faire cette nouvelle génération de bioplastiques. C'est ce qu'on appelle la 3e génération de bioplastiques. Les bioplastiques existent depuis 15 ans, voire 20 ans. Ils utilisaient jusqu'à présent des ressources agricoles, du maïs, de la pomme de terre, on extrayait l'amidon du maïs ou on extrayait l'amidon de la pomme de terre. On est passé ensuite à la 2e génération de bioplastique, qui est celle massivement un petit peu sur le marché aujourd'hui. Et là, on utilisait les déchets de l'agriculture, principalement par exemple la canne à sucre ou aussi éventuellement des déchets de blé. Et donc, on extrayait toujours en revanche, des ressources issues de cultures qui nécessitaient des terrains agricoles. Nous sommes aujourd'hui, sur la 3e génération, c'est-à-dire génération qui n'utilise pas de terres agricoles, qui n'utilise pas de ressources végétales en contact avec l'alimentaire et qui utilise donc les algues, un polluant. Il y a aussi une autre génération de bioplastique qui arrive, qui utilise les bactéries. Mais aujourd'hui, on est unique et on est les seuls à utiliser les macroalgues à cette échelle. Donc, je peux rajouter un point également, c'est que nos algues, avant de venir en termes de bioplastique, elles sont blanchies. Blanchies, ça veut dire retirer la couleur et retirer l'odeur. C'est un procédé breveté. Et bien évidemment, ces procédés brevetés sont des procédés green qui n'utilisent aucun produit chimique. Voilà, donc le fait effectivement d'utiliser, de supprimer cette odeur et cette couleur nous permet d'avoir des polymères qui sont sans odeur et sans couleur. Et donc, on va, ce qu'on appelle compander, c'est-à-dire qu'on va créer une petite fameuse bille en plastique qui va contenir jusqu'à 65% de taux d'amidon, 35% de base polymère pétrole. Donc, on est à 65-35. Et on va, à la fois pour du polyéthylène ou du polypropylène, donc on va remplacer un large champ d'application. Ici, vous avez, Yvan va nous présenter ce que c'est qu'une machine de compound, c'est-à-dire celle qui fabrique ces fameuses petites billes de plastique qui sont ensuite utilisées, de bioplastique dans notre cas, qui sont ensuite utilisées par l'industrie de la plasturgie. Nous voici à présent dans la salle de plastification où l'amidon de nos algues qui a été extrait et transformé en une poudre ultra fine est fabriqué dans cette extrudeuse lisse pour être malaxé, chauffé, mis sous pression.
Attendez, vous transformez en une résine fondue, un jaune, qui est placé dans ce bain froid pour être refroidi, séché, et enfin débiter ou granuler de résine plastique, qui est envoyé à notre client pour être transformé en objet du quotidien. Donc voilà, vous avez vu ce qu'on appelle la fabrication d'un master batch, c'est-à-dire une matière première. Et cette matière première, en fait, c'est la matière première qui est ensuite transformée et envoyée chez les transformateurs de la plasturgie pour fabriquer des produits finis. Eranova, son objectif, c'est de fabriquer une matière première. Ce n'est pas de fabriquer des produits finis. On s'adresse donc, en fonction des produits que l'on va formuler, à la fois sur des produits qui vont être des substituts aux films plastiques fossiles, films souples, transparents. Je vais vous en montrer quelques exemples. Mais on peut aller aussi sur les produits rigides, pour les flaconnages par exemple, mais aussi sur les composites. Et là, on peut parler de composites dans le milieu automobile, dans les sols par exemple, des planchers, des decks, des caillebotis, ce genre de produits-là. Donc ici, j'espère qu'on voit. À partir donc de cette algue verte qui est avec odeur et couleur, on a un produit qui est un film transparent. Aujourd'hui, là, c'est une collaboration qu'on a avec le Style français pour tous leurs emballages. On a aussi ici un flacon, voilà, je ne sais pas si on le voit, voilà, un flacon qui peut être utilisé dans la cosmétique. Ces produits peuvent être colorés. Ici, on a un petit produit, alors la couleur peut-être, voilà, qui est rose. Tous ces produits sont contact alimentaires et sont recyclables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sur une fin de vie compost, comme la plupart des bioplastiques aujourd'hui sur le marché, mais on rentre dans la filière de recyclage, c'est-à-dire que ces produits vont dans la poubelle jaune. On réduit jusqu'à 40-50% le taux de base fossile dans le matériau et on les recyclable au même titre qu'un plastique traditionnel dans votre poubelle jaune. Entre-temps, donc, on a capté du carbone, on a éliminé un polluant, on a trouvé une ressource, on utilise maintenant une ressource végétale, on se décarbone massivement. Notre impact carbone est à peu près 8 fois plus faible qu'un plastique traditionnel d'origine fossile. Et donc, on est aujourd'hui sur le marché avec de nombreuses applications. On a parlé du site français. Hier, si vous avez un carrefour près de chez vous, vous allez voir nos sacs poubelles qui sont faits à partir donc, de plastique recyclé et d'algues. Donc, on a un impact carbone absolument imbattable aujourd'hui sur le marché avec des résistances mécaniques qui sont sensiblement identiques à ce que vous avez. Donc, aujourd'hui, voilà comment Eranova fonctionne. On est en cours, comme je vous l'ai dit, de scale-up, c'est-à-dire de passage à l'échelle sur une centaine d'hectares. On a identifié un terrain dans la région de l'étang de Berre. Pour ce faire, on a postulé à 2 programmes vraiment importants. Un programme qui s'appelle France 2030. Peut-être avez-vous entendu parler de ce programme. C'est un programme qui a été mis en place par l'État qui vise à la réindustrialisation de la France. On a été lauréat de France 2030. On a reçu la certification et les documents il y a quelques semaines maintenant. C'est-à-dire une contribution de l'État français à hauteur de 17 millions d'euros pour le financement de notre usine. C'est-à-dire l'usine, l'objectif, c'est un capex de 60 millions d'euros. Donc, on a 17 millions de l'État français. On a aussi soumis un programme au niveau de l'Europe qui cherche à réindustrialiser l'Europe et décarboner l'industrie globale. On a eu aussi là, sous forme de prêt, une bonification de 30 millions d'euros. Bien sûr, tous ces montants-là, on ne les a pas encore. On attend, il y a des process en cours, des due diligence. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, qu'on a fait appel à WeSeed. D'abord parce qu'on pense que c'est un programme citoyen fondamental. La décarbonation, ça nous touche tous. On est 2 fondateurs, on est expérimentés depuis de nombreuses années dans le milieu de la plasturgie. On voit les dégâts que font le plastique aujourd'hui et il faut bouger vers un modèle environnementalement plus performant. Passer au papier ou au carton n'est pas la bonne solution. Il faut travailler, se décarboner et se déconnecter du monde du milieu fossile. Voilà, je vous ai probablement à peu près tout dit. Je crois qu'il y a
un certain nombre de questions. Philippe, si tu veux rajouter des choses. Bon, je réponds en même temps aux questions. Un point important que Philippe a susurré, mais pas complètement expliqué, c'est qu'effectivement, pour la croissance des algues, on a besoin d'eau et on a besoin de nutriments. Alors, où on trouve cette eau, ces nutriments? En fait, lorsque l'eau arrive par la Durance sur l'étang de Berre, elle est très chargée en nitrate et en phosphate. Cette eau chargée en nitrate et en phosphate, en fait, provoque le développement des algues vertes dans l'étang de Berre. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les algues? On capte ces eaux et on en fait la biorémédiation, c'est-à-dire les nutriments et les phosphates, nitrates sont utilisés pour la croissance des algues et l'eau qui ressort de nos bassins est une eau déchargée en nitrate et en phosphate. Donc, en fait, on joue également le rôle de filtre pour les eaux qui sont relativement polluées. Alors, il y a une question concernant... alors, je répondrai aux spectateurs anonymes concernant pour un investissement dans l'entreprise en direct. Oui, bien sûr, c'est possible. Wissy ne va pas être content parce que... Mais oui, c'est possible. Vous pouvez nous contacter et faire... après, tout dépend voilà, du ticket possible, mais il y a des possibilités. Concernant les brevets, alors, il y a une question concernant les brevets. Une fois l'amidon extrait, que devient le reste de l'algue? Alors, en fait, effectivement, on extrait l'amidon, mais on a les fibres. Donc, on valorise la totalité de la biomasse. Les fibres, c'est pour les composites, matériaux rigides, caillebotis. Là, on a une collaboration avec quelqu'un qui fait des lames de parquet, je ne sais pas si on appelle ça de parquet, mais des lames de PVC, on va dire. Dans le PVC, il y a du carbonate de calcium, c'est-à-dire de la craie. Cet acteur envisage de remplacer la craie par des fibres d'algues. On a fait des caillebotis, c'est-à-dire sur notre site de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le petit jacuzzi que vous a montré Yvan, où on dessable les algues, on a des caillebotis qui sont faits avec nos composites. On a actuellement des collaborations avec l'industrie automobile. On est sous contrat de confidentialité, donc on ne peut pas trop vous en parler. Mais on a plusieurs collaborations avec des acteurs dans l'automobile. L'enjeu de demain au niveau des véhicules, qui sont des véhicules électriques, c'est le poids. Ça l'a toujours été, mais avec le poids des batteries, c'est encore plus. Et donc, on a un certain nombre de collaborations. Les tests sont longs, il faut qualifier les produits, il y a les tests de résistance au feu. Il y a pas mal de choses sur ce sujet-là. Et là, on rentre effectivement dans le domaine des composites au niveau des intérieurs de véhicules. Donc, d'ici peut-être 3-4 ans, alors ça, c'est plus long terme. Autant les sacs poubelles, ils sont présents dans vos supermarchés aujourd'hui. Autant dans les composites, en milieu automobile, ça sera peut-être un peu plus long. Alors, autre question, qu'est-ce qu'on a? Les rendements sont-ils très supérieurs dans les zones chaudes? Réponse oui. Plus il fait chaud, plus il y a de soleil. C'est aussi un des phénomènes liés au réchauffement climatique. Hein. Plus le réchauffement climatique perdure, plus le pourcentage d'algues accroît. Donc, on a deux éléments au niveau des algues qui entraînent cette prolifération d'algues. C'est l'agriculture intensive et les pollutions par nitrate-phosphate. Et là, ça nous fait des algues échouées. Et puis, nous, en bassin, ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'UV, photosynthèse et la chaleur. Donc, plus il fait de soleil, plus il fait chaud, plus on est content. C'est aussi un peu pour ça qu'on est plus à Marseille qu'à Lille. J'espère, s'il n'y a pas de Lillois, j'espère. Alors, y a-t-il une concurrence réelle dans ce domaine? Pourquoi d'immenses groupes avec plus de moyens ne sont-ils pas déjà mis sur le marché? Il y a déjà deux grands groupes qui existent sur ces marchés. Il y a BASF et il y a Total. Sauf que ces groupes utilisent des ressources existantes, des ressources de première et deuxième génération qui sont des ressources agricoles. À notre connaissance, on est les seuls à intégrer la totalité de la chaîne, c'est-à-dire production de biomasse, extraction, séparation des composants et formulation des biomatériaux. Il y a une question sur les brevets. Combien de temps durent les brevets? Philippe, c'est toi qui les as déposés. Les brevets ont été déposés. Ils ont encore une validité de 18 ans pour l'un et de 20 ans pour l'autre, puisqu'il doit paraître sur le mois de mars. D'accord. On est breveté dans 30 pays.
Europe et États-Unis, Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que les sargasses qui polluent sont des candidats pour la transformation bioplastique? Alors, au niveau des sargasses, effectivement, on nous pose beaucoup la question. C'est un vrai sujet. On est en train de travailler sur ce sujet. Une chose qui est certaine même d'ailleurs, c'est qu'elles ne contiennent pas d'amidon, donc elles vont être difficiles candidates pour des films souples. En revanche, on a un process pour les blanchir, c'est-à-dire que notre brevet actuel qu'on a déposé permet de couvrir l'ensemble des algues actuellement présentes. Enfin, il y en a des centaines de milliers, mais en tout cas, les sargasses sont dans le cadre du brevet. Donc, ça nous permet de blanchir les sargasses. Et le fait de les blanchir et d'enlever l'odeur nous permet d'avoir des débouchés intéressants. Ces débouchés intéressants, ça peut être les composites, parce qu'il y a de la fibre. On est en train d'évaluer d'autres domaines, peut-être la filature du textile. Encore une fois, on est au début de cette histoire-là. On est petit, Eranova, c'est une dizaine de personnes. Donc, on a déjà bien avancé. Mais on ne peut pas être partout. Donc, mais en revanche, la filière textile, on est en train vraiment de la travailler. Et peut-être qu'il y a des sujets, à évaluer là-dessus. Donc, le champ d'application des algues, il est immense. Il va dans la plasturgie, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on crée une biomasse. On crée aujourd'hui une algoferme et on est vraiment générateur d'une nouvelle ressource végétale avec, encore une fois, un fort rendement à l'hectare. Alors, autre question, qu'est-ce qu'on a? La pénurie d'eau, débit dans la Durance, est-elle un risque pour la production? J'ai peut-être sauté une case, là, non, c'est bon? Sur les plages et en séjour au soleil. Alors, les algues, oui. Alors, les algues, la question est, les algues récupérées par les collectivités sur les plages et ou ayant séjourné au soleil ne sont-elles pas mortes? Alors, oui, il y en a qui sont mortes, et c'est celles qui créent du sulfure d'hydrogène. L'objectif, c'est que légalement, les municipalités sont supposées les collecter entre 24 et 48 heures. Mais le problème qu'elles ont aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas de débouchés. Aujourd'hui, sur l'étang de Berre, il y a entre 2 et 5 000 tonnes d'algues qui sont échouées par an. Ces 2 ou 5 000 tonnes d'algues, elles ne peuvent pas partir en incinération, puisqu'en valeur énergétique, c'est 95% d'eau, donc on va brûler de la vapeur d'eau, pas tellement intéressant. En compostage, à ma connaissance, il y a des essais qui ont été faits, mais il y a eu pas mal de problématiques liées aux odeurs qui ont été générées par ces composts. Donc, ça a été plus ou moins abandonné. Aujourd'hui, elles partent en décharge. Et un produit végétal ou semi-végétal qui part en décharge, lorsque vous le privez d'oxygène, il crée du méthane. Le méthane, c'est un gaz qui est 23 fois plus polluant que le CO2. Donc, ce n'est clairement pas un débouché. Donc, notre objectif, c'est en offrant plus de débouchés, en offrant un vrai débouché à ces algues, c'est qu'on va permettre aux municipalités de mieux travailler sur la collecte. Et donc, on envisage que la collecte aujourd'hui, qui est peut-être quelquefois difficile par manque de moyens et surtout par manque de débouchés, puisse avoir un élan nouveau. Et ça a un élan nouveau à la fois au niveau régionalement, mais aussi au niveau national pour vraiment créer un écosystème touristique plus performant. Alors, la sortie des algues des bassins et leur déshydratation sont des algues des étapes très énergivores. Avez-vous des solutions? Vas-y Philippe, à toi. Oui, donc les algues sont très chargées en eau. Ce que l'on fait, c'est de l'éco-évaporation pour diminuer le taux d'eau au plus bas possible. On fait du séchage également solaire et les derniers grammes d'eau sont séchés par un four utilisant un gaz vert. Donc, on est très sensible à l'utilisation énergétique. Pour l'agitation, et dans les bassins, on a des moteurs qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques et ces moteurs ne tournent que la journée et pas la nuit. Donc, on est très sensible à minimiser cet impact énergétique et qui a été quantifié d'ailleurs par l'analyse cycle de vie qu'on a fait en coordination avec l'ADEME et cet impact énergétique était bien évidemment au cœur des débats. Autre question,
flûte, non, c'était... ah oui, chiffre d'affaires 2022 et 2023. Le chiffre d'affaires 2022, il était très très faible, hein, tout simplement parce qu'on a inauguré notre usine en mars 2022. Donc on a commencé, on fait beaucoup d'essais. Encore une fois, le process était sur pilote. On avait dans un premier temps en 2017-2018 fait des essais à Palavas-les-Flots. Sur on avait des locaux qui étaient loués auprès de l'Ifremer. Donc, on avait commencé un peu à travailler déjà sur la culture, sur l'enrichissement des algues, mais sur des bassins très petits. On a construit notre usine en pleine période Covid, 2020-2021, ce qui était déjà un vrai challenge. Ça s'est vraiment bien passé. Moi, on n'a pas eu vraiment beaucoup de problèmes sur la construction. Et donc, on a commencé à faire fonctionner nos bassins vraiment à partir de mars 2022. Donc, ça nous fait à peu près quasiment un an. On a fait beaucoup d'essais. On a travaillé sur les formulations. On a fait valider les produits. Dans notre présentation, on a 4 types de formulations. On a un type de formulation recyclable. Donc, ça nécessite des temps de validation. On a aussi une formulation compostable en milieu domestique. On a fait valider notre process par des laboratoires indépendants. On a un produit qui est soluble dans l'eau aussi, où on travaille aussi sur un produit 100% soluble. Donc tout ça, c'est des mises au point. On a aussi quelques soucis, hein. On a eu des soucis de passage à l'industriel au niveau du compounding. Notre machine de compounding, elle fait à peu près 50 kWh. Donc, on a eu quelques soucis pour passer à l'échelle industrielle. On sous-traite un certain nombre d'aspects, hein. On sous-traite l'extraction d'amidon et on sous-traite le compounding lorsque les volumes sont importants. Donc, on a eu à peu près 3-4 mois de retard. Là, on est en cours on est à nouveau sur les rails. Et donc, j'enchaîne en même temps alors, au niveau des volumes de vente futurs, bah, écoutez, ils sont assez prometteurs. Là, on a saturé notre pilote. Notre pilote, il fait 300 tonnes. Et puis, on a à peu près 85 000 tonnes de lettres d'intention. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous ont, en fonction des tests qu'on a fait avec eux, nous ont émis des lettres d'intention en disant, bah voilà, au prix où vous sortez votre produit, aux qualités que vous avez actuelles, nous, on est prêt à acheter. Donc, on a 85 000 tonnes de lettres d'intention. Notre unité industrielle de 100 hectares sera a priori capable de sortir 30 000 tonnes. Donc, on a aujourd'hui 2 fois plus de lettres d'intention qu'on est capable de produire. Toutes les lettres d'intention, bien évidemment, ne se concrétiseront pas. Il y a forcément des déchets dans l'histoire. Mais bon, on est vraiment assez confiant sur le sujet. On est aussi en contact avec d'autres pays. On est en train de négocier une licence sur l'Indonésie, qui, par exemple, pour certains marchés, souhaite, c'est un de nos actionnaires, un très gros actionnaire de la plasturgie, qui souhaite aussi faire un copier-coller en Indonésie. Grosse pollution des algues, et puis beaucoup de terre, et puis surtout réindustrialisation de sol en friche. Et aussi, programme sociétal important. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'aspect sociétal de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que sur les Tandberg, on a embauché des gens qui sont des locaux. Et sur notre future implantation, je réponds en même temps à une autre question, qui doit normalement, si tout se passe bien, se situer dans les quelques dizaines de kilomètres de là où on est. On envisage aussi de créer beaucoup d'emplois locaux, de gens qui aujourd'hui nous contactent. Alors, beaucoup d'entreprises, j'étais dans une réunion de start-up pas plus tard qu'hier à France Industrie, où beaucoup de gens se posent des questions et disent on a des problèmes pour recruter des compétences. Pour l'instant, touchons du bois, on a acquis de grandes compétences, on a beaucoup de CV qui nous viennent, de gens qui ont envie de rentrer dans une entreprise qui correspond et qui répond à une problématique environnementale. On essaye de faire au mieux, on va s'améliorer, on grandit, on est tout neuf, encore une fois, on est unique, et on essaye de faire au mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les algues sont-elles une vraie nuisance et en quantité dans les Tandberg? Avez-vous des partenariats, toutes ces algues? Alors, les algues sont une réelle nuisance et en quantité dans les Tandberg? Avez-vous des partenariats avec les municipalités pour récupérer toutes ces algues,
lors d'échouages importants. On travaille avec le JPREB. Le JPREB, c'est l'organisme de l'étang de Berre qui, en fait, organise et réglemente et étudie justement ces pollutions algales. Aujourd'hui, de par notre démarrage, on n'a pas fait, on doit avoir deux contrats de partenariat, mais bien évidemment, l'objectif, c'est de les étendre. Et le JPREB, encore une fois, qui gère ça, nous soutient vraiment dans cette action. Et donc, on va évidemment approcher de plus en plus de partenaires. Alors, ce qu'il faut dire sur les algues vertes aujourd'hui, les collectivités payent 3 fois. Une première fois, elles payent pour le ramassage. Une deuxième fois, bien évidemment, elles payent pour le transport. Et une troisième fois, elles payent pour le traitement des algues. Aujourd'hui, c'est quoi le traitement des algues vertes, que ce soit en Bretagne ou ailleurs d'ailleurs? On ne peut pas en faire de la méthanisation parce que dans les algues, il y a du sel. On ne peut pas faire de l'amendement organique trop sur les terres parce qu'il y a beaucoup de sable. Donc aujourd'hui, les collectivités n'ont qu'une issue, c'est l'enfouissement des algues. Donc, ce n'est pas très écologique. Et ce qu'on leur a proposé, c'est qu'elles nous les livrent gratuitement sur le site de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et nous, ensuite, on en fait et le traitement et la valorisation. Encore une fois, comme Philippe vous l'a dit, les municipalités ont l'obligation réglementaire de ramasser les algues sous 24 heures. Et sous 24 heures, comme on l'a expliqué, les algues sont toujours vivantes. C'est pour ça qu'on peut ensuite les faire évoluer vers un métabolisme différent, un peu plus de sucre, un peu moins de sucre, un peu plus de protéines, un peu moins de protéines. Notre but, c'est faire plus de sucre, plus d'amidon et de valoriser la totalité de l'algue. Philippe, je vais rajouter quelque chose à une de tes réponses. Bien sûr. Quel est le prix de vente au kilo de vos polymères comparé à ceux du pétrole? Aujourd'hui, il manque 1% à côté de la réponse. Donc, monsieur, ne vous affolez pas. Le prix de nos matières, sur les produits finis, on est entre 7 à 15%, on va dire, plus cher aujourd'hui que les produits pétroliers. Carrefour, on va rentrer aujourd'hui dans plusieurs grandes enseignes de la grande distribution. Donc, on est aujourd'hui, comme je l'ai dit, Carrefour avec les sacs poubelles. Vous pourrez comparer le prix des sacs poubelles Carrefour avec le leader qui est Handibag, qui n'utilise que 100% plastique recyclé. Normalement, on est quasiment au même prix, voire un petit peu moins cher, je pense, hein, Manuel, vous me corrigez. On est un peu moins cher que le leader du marché, 100% pétrole. On rentre aussi avec les mêmes produits chez Intermarché, ça va se faire progressivement. Et chez Casino, pareil, très très prochainement. Donc, non, on est vraiment compétitif en termes de prix. C'est l'intérêt d'utiliser les algues et surtout une ressource qui ne nous coûte pas très cher, puisqu'en fait, globalement, les algues échouées, on nous les amène gratuitement. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ce qu'il faut préciser sur le marché aussi, on a parlé essentiellement du marché français. Bon, il se décompose en plusieurs types de produits et de marchés. Bien évidemment, l'emballage et la grande distribution, la GMS, c'est un secteur très important sur lequel on démarre, puisque ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Philippe et moi, on vient également du marché. On a vendu des plastiques traditionnels précédemment, mais on vient du marché. Donc, pour nous, c'était plus facile d'aller chercher la technologie, de développer la technologie plutôt qu'avoir une techno et d'aller développer les marchés. Donc, Philippe et moi avons largement, pendant très longtemps, ça se voit un peu à nos cheveux blancs, travaillé dans le domaine de la plasturgie. Bon, Philippe un peu moins que moi, dans la plasturgie et dans la vente de ces matériaux. Ce qu'on dit également, c'est que on s'attaque au marché de la distribution avec les emballages, mais on s'attaque au marché de la cosmétique, on s'attaque au marché du bâtiment, au marché du sport, au marché du bâtiment, au marché également de tout ce qui est produits électriques. Ce qui est important de savoir aujourd'hui également, c'est qu'à partir de septembre de cette année, les marchés publics donnent l'obligation aux fournisseurs, ça peut être Bouygues, Vinci, Saint-Gobain et tous les grands fournisseurs du marché de la construction, ils ont l'obligation de répondre aux appels d'offres sous 2 formats. Le format standard, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire, et un format dit sustainable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent proposer une solution différente, mais il faut qu'ils aient la
quantification de l'impact carbone de cette solution. Et tous les grands donneurs d'ordre dans le domaine du bâtiment, dans le domaine qui travaillent avec les marchés publics, viennent nous voir en nous interrogeant, avez-vous une solution qui soit quantifiable en termes d'impact carbone? C'est pour ça qu'on a beaucoup d'accords de partenariat et de développement ciblés avec ces grands donneurs d'ordre. On a une question sur à quel moment vont arriver les différentes subventions réelles. Alors, aujourd'hui, en fait, on a deux choses. On a donc un prêt par la Banque européenne d'investissement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 30 millions d'euros. Ce prêt, on va l'utiliser à partir du moment où on en aura besoin. Ça veut dire probablement on est 2023, 2024, où on va date à laquelle on va commencer les travaux du scale-up. En ce qui concerne France 2030, ça se répartit en deux phases. C'est un montant global donc, de 17 millions d'euros. Il y a 60% en subvention et 40% en prêt. Globalement, on a 2-3 éléments à mettre au carré avec la BPI, qui est la Banque publique d'investissement qui gère les fonds de France 2030. Et ça devrait arriver, on espère, d'ici 3-4 semaines. Donc, assez tôt. On a aussi, donc on termine notre tour de table avec des investisseurs privés et on a là aussi un certain nombre de lettres d'intention qui doivent se formaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouvez-vous préciser les termes de sortie au bout de 18 mois? Alors, au bout de 18 mois sur WeSeed, c'est un remboursement en capital avec les intérêts de votre investissement. Donc, ce n'est pas en obligation convertible. C'est vraiment remboursement du capital avec un taux d'intérêt de 9,5% annuel. Donc, c'est quand même un super rendement. Et donc, ce bridge, en fait, nous, on l'appelle un bridge. Ça nous permet d'attendre ces subventions parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est difficile tout prend du temps. C'est long et donc, on attend ces éléments. On est face à l'administration, même si elle a fait beaucoup de progrès et si elle va quand même très, très vite. Alors, on n'est pas côté logistique, on a une question, est-il vraiment écologique de récupérer les algues en Bretagne? La réponse est non, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de récupérer uniquement les algues du pourtour méditerranéen dans une zone, on va dire, de chalandise entre 50 et 80 km maximum. Transporter les algues de la Bretagne, c'est transporter 95% d'eau. Donc, il y a probablement des choses à faire et des choses à innover pour réduire la quantité d'eau transportée et peut-être réduire la quantité à 10-15% d'eau. Si on réduit la quantité d'eau transportée dans une collecte des algues en Bretagne, là, ça peut valoir le coup. Ça reste à évaluer, mais ça peut valoir le coup. Pour l'instant, il y a assez peu de travaux qui ont été faits. On est en contact avec différentes personnes. Mais là, il y a un sujet, il y a des choses à faire. Ou alors, il faut aller carrément réinstaller une usine en Bretagne. Ce qui est possible, on ne sait pas. Alors, on a une... Alors oui, Philippe, tu es en train de répondre. Bon, ça sert un petit peu pour tout le monde aussi. Au niveau de la transformation, des outils de transformation, ça a été notre axe principal de travail. Notre axe principal de travail, c'est de pouvoir, encore une fois, les bioplastiques, ça existe depuis 15 ans. Et donc, les différents produits qui sont arrivés sur le marché ont montré un peu la voie. Donc, en fait, on n'arrive pas vraiment comme des nouveaux-nés, on a un petit peu vu ce qui se faisait. Et donc, notre objectif a été de rester sur les mêmes matériaux, sur les mêmes outils industriels. La seule chose que les industriels ont à faire, c'est de réduire un peu les températures, parce qu'on utilise du végétal, qui, si on le chauffe trop, va se dégrader. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un polyéthylène ou un polypropylène, ça se transforme entre 190, 200, 210, voire maximum 220 degrés. Au niveau de nos matériaux, on est plutôt près de 170 degrés. Donc, on garde la même capacité, mais on demande de chauffer un peu moins, ce qui permet aussi à l'industriel d'économiser en énergie. Et au prix actuel et à la problématique actuelle des prix de l'énergie, c'est plutôt un côté positif. On n'a pas encore évalué tous les éléments positifs de cet impact-là, mais en tout cas, ce que l'on sait sur les matériaux qu'on a aujourd'hui transformés,
c'est qu'on peut le faire sans contrepartie sur les machines existantes. Mais on bouge aussi, hein. Encore une fois, on est neuf, on existe depuis pas longtemps, donc on fait bouger nos formulations, on est constamment à la recherche, et heureusement, on n'a pas la solution absolue, on a quelques solutions, on en a des plutôt bonnes qui fonctionnent, mais on continue d'avancer, on n'a absolument pas la science infuse. Donc il y a des choses qui bougent et qui vont continuer à bouger. Alors, est-il possible pour un particulier avec des moyens plus modestes que les grands fonds d'investissement de rentrer dans votre société sur le long terme? On nous pose souvent la question. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien qu'on arrive à... La question, je la reformule, en fait. Enfin, je ne la reformule pas, mais je la dis à haute voix. C'est qu'effectivement, on a souvent des questions en disant, ben voilà, nous, on aimerait bien participer à votre aventure autre que par WeSeed. Et nous, on aimerait bien faire ça. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas avoir une multitude de petits actionnaires. Donc moi, j'ai posé la question de savoir si on pouvait créer un consortium de petits actionnaires ou une association. Enfin, je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Franchement, monsieur le spectateur anonyme, on va essayer de le faire. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, sincèrement. Alors, vous êtes totalement, merci. Vous êtes totalement en phase avec la stratégie européenne. Bah, c'est en fait les cheveux blancs de Philippe et le fait, et ceux que j'ai perdus moi, qui ont fait que cette expérience nous permet d'avancer là-dessus. Moi, je suis aussi expert à l'AFNOR. Je travaille aussi sur les normes au niveau européen. Demain, on participe au troisième forum de l'innovation des bioplastiques. C'est un truc vraiment important. C'est demain et après-demain à Bruxelles. On a été appelé pour un tour de table. Il y a les plus grands, il y a Total, il y a NatureWorks, il y a Adventium, il y a tous ceux qui sont les grands groupes que vous mentionniez dans votre question. Dans vos questions, ils sont là-bas demain et après-demain. On va faire une présentation. On va voir. Ça va être génial. Alors, en termes de commandes fermes sur cette année 2023, où situe-t-il? Alors, aujourd'hui, sur le chiffre d'affaires, on est saturé. Alors, la question, c'est où en êtes-vous sur 2023 au niveau des commandes? Bah, en gros, on est saturé au niveau de notre pilote. On va faire à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le... Non, 1 million. Que j'ai un trou de mémoire, ça y est. Philippe, 2 ou 1? Ton micro est coupé. 300 tonnes, non, on va faire un peu plus d'1 million d'euros. Oui, c'est ça. Qui correspond à 300 1,2 million tonnes hors vente de licence. 1,2 million hors vente de licence. Voilà. Alors, on a aussi une vente. Voilà, on va faire à peu près 1 million, effectivement, 1 million en produits finis, qui correspond, comme je disais, à peu près à la totalité de nos 300 tonnes. Et puis, on est en cours de négociation d'une licence. Et donc, ça devrait nous accroître notre chiffre d'affaires, mais c'est une vente de licence et qui est ensuite basée sur des royalties. Alors, on a vu également la question qui s'est posée. Effectivement, c'est une technologie qui peut être déployée partout où il y a des algues déjà. Alors, bien évidemment, certains ont parlé des sargasses, donc ça, c'est un domaine d'étude un peu particulier sur lequel on va travailler parce que les sargasses, c'est une biomasse importante sur laquelle on peut certainement faire des choses sur le bâtiment et sur les composites. Mais on a également la possibilité ou l'intérêt de grands groupes d'aller s'installer dans les pays où il y a des algues. Bon, les grands pays où il y a des algues, bien évidemment, il y a les pays d'Asie. L'Indonésie est par exemple le 2e producteur mondial d'algues, mais il y a des algues aussi présentes au Mexique, il y a des algues présentes en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud, au Maroc. Les algues, avec le réchauffement climatique, est une biomasse qui va exister, qui va se développer de plus en plus. Donc, bien évidemment, on va l'utiliser en tant qu'inoculum, autant que faire se peut, autant qu'il y ait des algues d'échouage, on va les utiliser, puisque c'est gratuit. Mais bien évidemment, on va aussi produire des algues et faire de l'algofarm, de l'algoculture via des algofarms. Ce ne sera pas que de l'algofarm, mais ce sera également une unité complète où on en fera l'extraction, la valorisation des composants jusqu'au granulé pour toute l'industrie proche. 2 questions. Première question sur effectivement le financement global.
effectivement, le complément aujourd'hui de finances qu'on est en train de chercher, il est avec des investisseurs, des fonds d'investissement. On a aujourd'hui plusieurs fonds d'investissement qui sont positionnés, des fonds régionaux, des fonds nationaux, fonds internationaux, pour investir dans Eranova. En ce qui concerne l'accord de licence avec Indorama, écoutez, normalement, on a la signature cette semaine. On a négocié pendant 1 an, ça n'a pas été simple, ça a été assez long, mais on est arrivé au bout de cette histoire et on est plutôt fiers. Ça n'a pas été annoncé dans la presse, ça le sera, j'espère, à la fin de la semaine, mais on est d'accord sur les modalités. L'équipe d'Eranova, on a déjà l'équipe qui sera capable de se projeter sur le territoire indonésien pour faire un copier-coller de ce qu'on a fait. Ce sera en plusieurs phases, une phase de pilote, pour montrer que les algues et les algues de culture indonésienne peuvent fonctionner dans notre process. Elles sont, d'après ce qu'on a identifié, elles sont sensiblement identiques, ça devrait le faire. Et puis après, voilà, c'est se projeter dans un pays étranger où fondamentalement on ne connaît pas grand-chose. Donc ça va être un challenge, mais on a aussi, nous, en France, la volonté, la nécessité de faire ce scale-up. On nous attend, le gouvernement nous fait confiance, il nous sélectionne, les préfets nous soutiennent, la région nous soutient. Donc, on a une vraie nécessité d'être bon et puis on va l'être, quoi. Ok, je ne sais pas qui dit qu'on a fini. Monsieur Wissid, il est là ou pas? Non, ils sont partis. Ah, un industriel comme Total pourrait intervenir à quel moment? Alors, un industriel comme Total pourrait intervenir à quel moment? Étant donné la puissance de Total, franchement, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Alors, aujourd'hui, ils nous soutiennent parce qu'ils nous ont aidés, alors avec une branche de Total qui s'appelle, de Total Énergie maintenant, qui s'appelait Total Développement Régional, où Total, en fait, Développement Régional, TDR, avait un mandat par le gouvernement pour aider au financement des entreprises qui créent des emplois dans les zones à forte concentration chimique et pétrochimique, comme l'étang de Berre, entre autres, et la zone Pictou, entre autres, autour des grands ports de Marseille. Donc, ils nous ont aidés à hauteur de, si je me souviens bien, 200 000 euros. Bon, ce qui sur Total n'est pas grand-chose. Mais ouais, il pourrait faire mieux, mais j'espère que ce serait bien s'il y avait quelqu'un de Total. Il pourrait faire mieux, et puis là, ils sont en train de nous soutenir à nouveau sur la phase 2, et on attend leur soupe. Merci, Monsieur Zocher, qui est un éminent spécialiste du plastique. Bon, Monsieur Wissid, on fait comment maintenant? Alors Philippe, si c'est terminé, vous pouvez, je pense. Philippe, c'est fini. Si vous avez plus de questions. Si on a essayé de répondre à toutes les questions, bien évidemment. On a répondu, ouais. On a essayé de répondre à toutes vos questions. On a essayé d'être le plus clair possible. Sur le site, les questions-réponses restent ouvertes. Donc, si vous en avez a posteriori, bien évidemment, vous pouvez nous appeler. Notre agenda, on va être sur Bruxelles, comme je vous l'ai dit, mercredi, jeudi, pour une présentation de la technologie. On est sélectionné pour faire une présentation à Oslo, ça s'appelle le Tech Tour 2023. Donc, il y a très peu d'entreprises et on est la seule entreprise française à faire une présentation. Je crois que c'est au mois de mars, au Tech Tour, en présence d'investisseurs et de start-up. Et on est également présent à Rotterdam sur un gros symposium qui réunit tous les producteurs de matières premières, qui soient les grands comme la Sabic, comme Total, comme Borealis, comme Nestlé. Donc voilà, on est les petits nouveaux dans ce domaine des grands producteurs de matières. On est les nains dans ce domaine de grands producteurs de matières même. Même si on est très grand, mais… Une dernière pour la route, hein, les investisseurs du précédent tour et de table seront-ils les mêmes pour ce tour? Alors, oui, parce qu'Indorama, déjà, en nous achetant une licence,
montre sa croyance dans notre technologie et sa volonté de la déployer sur son territoire. Kaplan, même chose, hein, ils nous ont soutenus au mois de juillet. On a un autre partenaire qui est Symphonie Environnementale, qui est une société britannique cotée en bourse, qui, elle, va nous aider au déploiement international. La Symphonie est présente dans 90 pays du monde et donc on va pouvoir se projeter à l'international à moindre coût en s'appuyant sur un réseau de distributeurs déjà existants spécialisés dans les sujets environnementaux, puisque Symphonie travaille sur des plastiques biodégradables, sur des antibactériens, sur différents types de technologies. C'est des gens avec lesquels moi, personnellement, je travaille depuis 2006 et qui vont aussi nous aider à nous projeter à l'international. Donc voilà, Eranova, c'est une boîte française qui a démarré en 2016. On espère aller loin et puis vraiment avoir un impact sur cet environnement et puis avoir un impact aussi sur le monde de la plasturgie et du plastique en essayant de faire bouger les gros. Merci de nous aider, merci d'être avec nous avec WeSeed. Votre contribution, elle nous fait chaud au cœur. Vous êtes 800 à nous faire confiance, c'est beaucoup. Franchement, merci à vous. Et puis encore une fois, on est à votre disposition.